Allez, super. Vas-y, à toi. Bon, à tout à l'heure. Bonjour, donc du coup on fait la correction du QCM. Donc je vais détailler un peu un peu la correction pour expliquer deux, trois trucs en plus. Après, s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris ou que je réexplique, vous pouvez m'envoyer un message sans problème. Du coup, pour la question 1, donc la réponse était la A. Donc, l'agitation moléculaire dépend de la température, c'est vrai. L'agitation moléculaire, elle évolue dans le sens de la température, c'est-à-dire que quand la température augmente, l'agitation moléculaire augmente. En fait, la température, c'est de l'énergie. Donc, si on apporte de l'énergie au système, en fait, les molécules, euh, elles vont, elles vont plus bouger. Et donc, l'agitation, elle augmente. Pour la B, les gaz parfaits obéissent à 5 lois simultanément. Ça, c'est faux. C'est 5 lois en même temps. Donc, Avogadro, Boyle-Mariotte, Charles, Dalton et Gay-Lussac. Donc ça, il faut les connaître parce qu'il peut y avoir des questions sur les lois. Pour la C, donc si un liquide est en état de sous-saturation, la tension du gaz dissous est supérieure à la pression du gaz libre. C'est faux. En état de sous-saturation, en fait, la tension du gaz dissous, donc c'est-à-dire la pression du gaz qui est dissous à l'intérieur du liquide, elle est inférieure à la pression du gaz libre, donc du gaz qui est au-dessus du liquide. Et donc, en fait, le gaz libre, il aura tendance le gaz qui est au-dessus du liquide aura tendance à se dissoudre dans le liquide. Pour la D, les états de la matière sont définis par leur aspect microscopique. Donc ça, c'est pas très compliqué. En fait, les états de la matière, ils sont définis par leur aspect macroscopique, c'est-à-dire visible à l'œil nu. En fait, donc, comment on voit enfin, on voit à l'œil nu si c'est un liquide, un solide ou un gaz. Pour la loi d'Avogadro, donc voilà, il faut les connaître. Euh, la loi d'Avogadro, c'est à température et pression constante, tous les gaz parfaits ont le même volume molaire, donc volume molaire constant. Pour la question 2, la théorie cinétique la théorie cinétique des gaz, donc ça c'est la formule du cours. Il y a beaucoup d'items qui tombent dessus, donc ça il faut pas hésiter sur ce genre de questions et bien connaître cette formule. Donc le calcul de la vitesse moyenne dépend de la constante ébullioscopique du gaz, donc ça c'est faux, rien à voir. Constante ébullioscopique, c'est plus dans le cours des propriétés collégatives où vous en parlez. Pour la B dépendant de la constante de Boltzmann, oui. Alors, j'ai oublié de mettre la formule dans la correction. Désolé. Donc, oui, donc dans la formule, c'est V égale racine de V carré est égale à racine de 3kt sur M. Et donc, le K, en fait, c'est la constante de Boltzmann. Dépend de la masse C, dépend de la masse des molécules du gaz, c'est vrai. La vitesse moyenne, elle est inversement proportionnelle à la masse des molécules. Donc, ça, c'est assez logique. Si une molécule lourde, elle se déplace plus difficilement, donc moins vite qu'une particule plus légère. La vitesse moyenne, item D, la vitesse moyenne est nulle à 0 degré Celsius. Ça, c'est faux. C'est à 0 degré Kelvin. À 0 degré Kelvin, il n'y a aucun mouvement. Mais à 0 degré Celsius, donc il y a une température plus élevée que 0 degré Kelvin, on a du mouvement. Et la vitesse moyenne diminue lorsque la température augmente, c'est faux. Donc ça revient à ce qu'on disait sur l'agitation moléculaire. En fait, plus l'agitation moléculaire elle est importante, pardon, l'agitation moléculaire elle augmente avec la température. Et donc, on imagine facilement, si les molécules elles sont très agitées, elles vont se déplacer plus rapidement. Donc, la température, elle fait augmenter la vitesse des molécules. Pour la 2, donc c'était BC. La 3, le potentiel chimique. Alors, bon, les cours de Brozard, en annales,
C'est souvent des questions où il y a toujours des ambiguïtés et on n'a jamais les réponses exactes, surtout il n'a jamais répondu. Mais donc du coup, bon, moi, je vous donne mon avis sur ce genre de questions. Donc, le mélange de gaz parfait, donc c'est la formule que j'ai mis en correction, qui tombe souvent d'ailleurs. Donc, si on prend dans un mélange de gaz parfait, le potentiel chimique d'un constituant dépend A de la fraction molaire du constituant, donc ça c'est vrai, pas d'ambiguïté, c'est dans la formule et c'est logique. B de la pression totale de ce constituant, donc ça pour moi c'est pas, enfin, c'est faux parce que c'est pas logique. La pression totale, c'est la pression totale. Quand on parle de pression totale, on parle de pression totale d'un mélange. Si on veut parler de la pression d'un constituant, on parle de pression partielle. Et, et de toute façon, dans le cours, en fait, il met que la pression d'un constituant, elle est égale à la pression totale multipliée par la fraction molaire. Donc, ce serait pas très logique de mettre pression totale du constituant. Je sais pas si c'est assez clair, mais bon, pour moi, c'est faux. Pour la C, donc c'est vrai, dépend de la pression partielle du constituant. Sachant que bon, j'ai mis la formule du mélange du gaz parfait, mais, dans l'item, on parle bien de potentiel chimique d'un constituant. Voilà. Donc la D, de la concentration molale de ce constituant, c'est faux. On ne parle pas de concentration molale dans ce cours. Dans la E, de l'enthalpie libre molaire de référence de ce constituant, c'est vrai. Pour la 4, changement d'état et pression de vapeur. Pour la A, les transitions de phase de premier ordre n'impliquent pas de chaleur latente. C'est faux, les transitions de phase de premier ordre impliquent une chaleur latente. Et ce sont les transitions de second ordre qui n'impliquent pas de chaleur latente. B, l'état de surfusion est un état de métastabilité. C'est vrai. En fait, quand on est dans un état de surfusion, c'est-à-dire que on a un liquide qui, à une certaine température, devrait être solide, donc se solidifier. Mais en fait, on observe qu'il ne veut pas se solidifier. Donc, on est dans un état de surfusion. C'est un état de métastabilité. Ça veut dire qu'il a l'air stable il a l'air stable en fait, mais du point de vue moléculaire, il n'est pas vraiment. Donc en fait, il est bloqué. Et pour le débloquer, il faut soit faire un mouvement, soit baisser encore plus la température à la température de nucléation. Là, c'est l'état de surfusion correspond à un retard de la transition de phase de l'état solide à l'état liquide. Ça, c'est faux. C'est de l'état liquide à l'état solide. C'est un piège récurrent. La D, l'état de surfusion est causé par l'ajout de germes de solidification. C'est faux. L'état de surfusion, il peut cesser grâce à l'ajout de germes de solidification. Et la E, la température de nucléation est aussi appelée point de Schaeffer. C'est vrai. Donc, pour la 4, TBE. Pour la 5, sur le diagramme de phase des corps purs, bon, le diagramme des phases, c'est pas très compliqué si on a la formule, si on connaît la formule du cours. Donc, si on prend un corps pur, on a N égale 1 constituant. Et en fait, ce qui va varier, c'est le nombre de phases dans lequel nombre de phases qu'on a en présence. Donc, si on est sur une ligne de transition, on va avoir 2 phases en présence. Si on est au plein milieu d'un domaine, on ne va avoir qu'une seule phase en présence. Et si on est au point triple, on a 3 phases en présence. Et donc, dans la formule de la variance, ça va varier en fonction du nombre de phases. Donc, pour la A, la A, elle était vraie, la variance correspond au nombre de paramètres pouvant changer sans que l'on quitte le domaine. Donc ça, c'est assez logique. En fait, si on est en plein dans un domaine, on va pouvoir modifier la température et la pression sans quitter ce domaine. Si on est sur une ligne de transition de phase, on va avoir, si on va modifier la température, il va falloir modifier aussi la pression pour
pour pouvoir rester sur la ligne de transformation. Et si on est sur le point triple, là, il n'y a aucun paramètre qui peut changer. Sinon, on va quitter le point triple. Pour la B, donc, une variance égale à 2 correspond au point triple. Donc, c'est faux. La variance, elle doit être nulle. La variance, elle est nulle au point triple. C'est ce que je disais, donc, parce que si on modifie un paramètre, et ben, on va quitter ce point triple. Et le point triple est caractéristique donc, pour un corps. Et il doit avoir des conditions de température et de pression précises. Une variance égale à 1 correspond à une courbe de transformation, c'est vrai. Donc, si on applique la formule, on trouve V égale 3 moins 2. Et on obtient 1. Le point critique, la D, le point critique et le point d'équilibre des trois états, c'est faux. Au point critique, on ne peut pas différencier la phase Benjamin, liquide et gazeuse. juste excuse-moi, s'il y a des gens qui veulent assister là même avec toi, tu fais attention, tu les acceptes. Ils sont en salle d'attente, tu peux les accepter. Ah ok, ça marche. Ouais, tout simplement, merci. Ok. Donc, c'est William, je crois, qui nous a rejoint. Tu m'entends? Ouais, c'est bon, tu m'entends? Du coup, donc j'en étais à la question 6. Bonjour Kate et Monsieur Boisiz. Donc j'en étais à la question 6. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser, hein. Il n'y a pas de problème. Du coup, donc, pour la question 6, c'était régulation du milieu intérieur. Donc, l'item A, la balance hydrique est positive chez le sujet sain. Donc, c'est faux, la balance hydrique, elle doit être nulle. En fait, les entrées, enfin, c'est les sorties qui vont équilibrer les entrées. Donc, si on boit 3 litres d'eau dans la journée, enfin, si on a 3 litres d'eau d'apport, et là, il va falloir qu'il y ait 3 litres de sortie pour que la balance hydrique elle soit nulle. Pour la B, l'eau représente 80% du poids corporel d'un adulte sain, c'est faux. 80%, c'est chez le nouveau-né, chez l'adulte, c'est beaucoup moins. Pour la C, le facteur atrial natriurétique active la réabsorption rénale du sodium. C'est faux, le FAN il va inhiber la réabsorption rénale du sodium. Donc ça veut dire que le sodium, étant donné qu'il n'est plus réabsorbé par le rein, il va être éliminé, il va s'en suivre, donc, puisque l'eau suit le sodium, une élimination d'eau, et donc diminution de la volémie, etc. La D, l'hypothalamus assure la régulation des entrées hydriques. C'est vrai, l'hypothalamus est le centre de la soif. Donc, quand on va avoir soif, c'est l'hypothalamus qui va émettre l'information. Pour la E, l'aldostérone a le même effet que le facteur atrial natriurétique sur le sodium. C'est faux. Donc, le facteur atrial natriurétique, on a dit, il inhibe la réabsorption du sodium, tandis que l'aldostérone, elle active la réabsorption rénale du sodium. Donc, l'aldostérone, elle va plutôt avoir un effet. Donc, si elle active la réabsorption rénale du sodium, c'est-à-dire, étant donné que le sodium il va être réabsorbé, on va avoir donc une conservation de l'eau puisque l'eau ne sera pas éliminée. Ok, donc la 6, c'était réponse D. Pour la question 7, donc propriété colligative, item A, la théorie d'Arrhenius permet d'évaluer la dissociation des électrolytes forts présents dans la solution. C'est faux, la théorie d'Arrhenius, c'est pour les électrolytes faibles. Donc ça, pour ce cours, il faut bien connaître toutes les conditions d'application des théories, donc théorie d'Arrhenius,
pour la loi de Pfeffer-Van-Tov, pour la théorie de Debye et Haeckel et tout. Quand est-ce qu'on les applique et tout, parce que ça, il fait tout le temps des pièges dessus. Pour la B, le facteur de Van 't Hoff d'un non-électrolyte tel que l'urée est égal à 1, c'est vrai, donc c'est dans le tableau. Donc bon, si vous ne savez pas, il suffit d'appliquer la formule du facteur de Van 't Hoff. Donc c'est I égale 1 moins alpha plus alpha fois P. Donc 1 moins alpha, c'est le coefficient de dissociation. Donc pour un électrolyte, coefficient de dissociation est égal à coefficient de dissociation est égal à 0. Donc 1 moins 0, ça fait 1. Plus alpha fois P, ça fait... attendez, que je ne dise pas de bêtises. Donc, le coefficient de dissociation d'un non-électrolyte, c'est 0, puisque un non-électrolyte ne se dissocie pas. Donc, si on fait 1 moins alpha, ça fait 1 moins 0, donc 1, plus alpha fois P, donc 0 fois P, c'est le nombre d'espèces qui vont être présentes après dissociation. Donc, étant donné qu'il ne se dissocie pas, donc ça fait 1 moins 0 plus 0, donc 1. Pour la C, l'osmolarité est inférieure ou égale à la molarité. C'est faux. L'osmolarité, elle est supérieure ou égale à la molarité parce que l'osmolarité, c'est I fois la molarité. Et comme le facteur de Van 't Hoff il est au minimum égal à 1, on a donc une osmolarité qui sera supérieure ou égale à la molarité et non pas l'inverse. Pour la D, bon, ça c'est item bateau, il faut une concentration double de NaCl par rapport à une solution durée pour produire les mêmes effets colligatifs. C'est faux, c'est l'inverse. Il faut une concentration double durée pour produire les mêmes effets colligatifs que une solution de NaCl. Parce que justement, l'urée, donc c'est un non-électrolyte et le NaCl, c'est un électrolyte fort qui va se dissocier. La E, la fraction molaire est le rapport du nombre de moles de soluté je me suis répété, sur le nombre total de moles du solvant. Donc là, bon, c'est un piège méchant, mais qui est tombé en annales. C'est nombre de moles de soluté sur nombre total de moles de la solution et non pas du solvant. Hop là, donc là, pour la 7, c'était réponse B. Pour la 8, donc, toujours propriété colligative. La A, la fraction molaire d'un soluté augmente avec la température. Donc, c'est faux. L'intérêt de la fraction molaire, c'est qu'elle ne dépend pas. Donc, elle est indépendante des conditions de mesure et notamment de la température. Et donc, c'est pour ça qu'on l'utilise en thermodynamique des solutions. Donc la fraction molaire ne dépend pas de la température. Pour la B, l'osmométrie est utilisée pour mesurer l'osmolarité de molécules de faible masse moléculaire. Donc ça, c'est faux. L'osmométrie, c'est pour des macromolécules, pour mesurer l'osmolarité de solutions de macromoléculaires. Donc macromoléculaires, c'est des molécules macro, c'est gros, donc de grosses molécules qui ont donc une grosse masse moléculaire. Pour la C, la loi de Pfeffer-Van 't Hoff permet de calculer la pression osmotique d'une solution d'électrolyte dans le cas où la membrane est strictement semi-perméable et si les solutions sont diluées. Donc, c'est ce que je vous disais. Bien connaître les conditions d'application. La loi de Pfeffer-Van 't Hoff, c'est dans le cas d'un soluté neutre et donc pas d'une solution d'électrolyte. Mais le reste est vrai. Il faut que la membrane soit semi-perméable et que la solution soit diluée. Pour la D, voilà, c'est invention pure et simple, pure et dure. Donc quand vous voyez des trucs qui ont rien à voir avec le cours, en général, c'est quand je vous en boucanez. Donc la D, d'après l'équilibre de Starling, la pression de filtration doit être supérieure à la pression de résorption pour permettre la filtration efficace du sang. Donc c'est faut rien à voir. La pression de filtration, elle doit être égale à la pression de résorption. Et s'il y a s'il y a un déséquilibre justement, il va y avoir le liquide qui va avoir plus tendance à sortir ou à rentrer. Ça va pouvoir causer des œdèmes. Voilà, des problèmes. Donc, et la E, la théorie de Debye et Haeckel permet de
d'évaluer les interactions électrostatiques au sein d'une solution d'électrolyte fort. Donc ça, c'était vrai. Pour la question 9, spectrométrie optique, c'est bon, il n'y a pas de question pour le moment? Non, c'est bon pour moi. Super. Du coup, pour la 9, on passe à la spectro. Donc pour la A, l'énergie d'un photon est inversement proportionnelle à sa fréquence. C'est faux. L'énergie proportionnelle. L'énergie d'un photon, on vous dit, mais en général, l'énergie d'un rayonnement, de manière générale, elle est proportionnelle à la fréquence. Donc, c'est la formule E égale H nu. Pour la B, l'unité SI du nombre d'ondes est le mètre. Ça, piège vilain, mais c'est le mètre moins 1. Donc bien, enfin, ce tableau est important, il faut pas hésiter là-dessus. Pour la C, l'équation de Max Planck édifie la double nature corpusculaire et ondulatoire de l'onde électromagnétique. Donc ça, c'est vrai. Pour la D, l'énergie de l'électron est quantifiée et ne dépend que de sa fréquence. Donc ça, bon, j'ai voulu vous embrouiller. En fait, l'énergie de l'électron, enfin, c'est vrai que dans l'item A, on vous dit que l'énergie dépend de la fréquence, bien que là, on parle d'un électron. Mais en gros, pour l'électron, ça dépend que du numéro de la couche. Faut pas hésiter là-dessus. Et pour la E, donc un électron suffisamment excité, donc sur un état n supérieur à 2, retourne spontanément à son état fondamental, n égale 2. Alors, je crois que j'avais mis n égale 0, je me suis trompé. Bon. Dans tous les cas, c'est faux. Un électron, donc en fait, si un électron il est sur le premier état excité, donc le premier état excité, c'est n égale 1, il peut retourner que dans son état fondamental, puisque s'il est sur le premier état excité, il n'a pas beaucoup de possibilités. Par contre, si on a un électron qui est, je sais pas, par exemple, sur une couche n égale 4 ou n égale 3, et bien là, il va pouvoir soit retourner sur la couche n égale 3, soit sur la couche n égale 2, soit sur la couche n égale 1, donc l'état fondamental. Donc, il ne retournera pas spontanément à son état fondamental. Il peut aussi retourner sur un état, donc une couche, sur un niveau moins excité. Pardon. Et l'état fondamental, attention, c'est pas n égale 0, c'est n égale 1. Donc voilà, bien faire attention aux parenthèses aussi. Pour la 10, donc la 9 c'était C. Pour la 10, lors d'une émission stimulée, les photons stimulés sont en opposition de phase avec les photons stimulants. Donc c'est faux. Les photons stimulés sont en phase avec les photons stimulants. Pour la B, l'émission stimulée est d'autant plus importante que l'énergie des photons émis est forte. C'est faux, d'autant plus importante que l'énergie des photons émis est faible et donc que leur fréquence est faible. Donc dans la C, lors d'une émission stimulée, la lumière est cohérente, c'est vrai, à la différence d'une émission spontanée où la lumière est incohérente, enfin, n'est pas cohérente. Pour la D, l'inversion de population ne peut être réalisée qu'avec certains types de milieux, c'est vrai, donc qu'avec des milieux actifs. Les milieux actifs, donc, qui remplissent certaines conditions, à noter donc un état, il faut avoir 3 niveaux d'énergie. Je ne me rappelle plus exactement de toutes les conditions, mais voilà, donc c'est des milieux particuliers et milieux actifs. Pour la E, l'affluence est égale au produit de l'irradiance par la durée d'émission. Donc ça, c'est la formule elle est dans le cours. En fait, vous retrouvez cette relation avec l'équation en dimension. Normalement, vous retombez sur les mêmes unités. Donc c'est bon, enfin c'est vrai. Pour la pour la 11, pardon. Donc la A, le vert d'indocyanine et le bleu de méthylène induisent une sous-estimation de la SPO2, c'est vrai. Pour la B, la méthémoglobine et la carboxyhémoglobine induisent une sous-estimation de la SPO2. Ça, c'est faux. Donc, en fait, c'est la méthémoglobine et la carboxyhémoglobine
elles ont une absorption qui est dans un domaine proche de celle de l'hémoglobine oxygénée ou de l'oxyhémoglobine. Donc, en fait, quand il va y avoir de la méthémoglobine et de la carboxyhémoglobine, on va avoir un résultat qui indiquerait qu'on a plus d'SPO2 qu'il y en a vraiment. Enfin, donc une saturation en oxygène plus importante que dans la réalité. Donc c'est une surestimation de la SPO2. Pour la C, l'oxymétrie de pouls permet la mesure non invasive de la saturation artérielle en oxygène. Donc ça, c'est faux. L'oxymétrie de pouls, elle permet donc la mesure non invasive, donc ça c'est bon, mais elle permet d'obtenir elle mesure la SPO2 et la SPO2, c'est une approximation de la saturation artérielle en oxygène. En gros, la saturation artérielle, la vraie valeur de la saturation artérielle, on peut l'avoir que par prélèvement sanguin, donc par méthode invasive. Pour la D, à 666 nanomètres, le coefficient d'extinction de l'oxyhémoglobine est supérieur à celui de l'hémoglobine réduite. C'est faux. Donc, entre 500 et 800 nanomètres, c'est-à-dire dans le visible, on a le coefficient d'extinction de l'hémoglobine réduite qui est supérieur à celui de l'oxyhémoglobine. Et à partir de 800 nanomètres, ça s'inverse. La E, au niveau du site de mesure d'un saturomètre, la seule absorption constante est celle liée au flux diastolique artériel. C'est faux. Donc, ce n'est pas la seule absorption constante. La seule absorption qui varie, c'est celle qui est liée au flux systolique artériel. Et toutes les autres absorptions, elles sont considérées comme constantes. Voilà pour la spectro. Donc, il nous reste électrophysio et l'optique. Toujours pas de questions? Non. Non. Super. Donc pour l'électrophysio, pour la A, on appelle champ électrostatique le champ de force créé par une charge électrique ponctuelle en mouvement. Donc c'est un petit piège pas très sympathique. Donc c'est, en gros, donc on a un champ électrostatique, donc c'est dans la partie électrostatique du cours, donc il n'y a rien en mouvement dans cette partie du cours. Donc le piège, c'était sur la charge électrique ponctuelle en mouvement, même s'il ne précise pas statique dans le cours. Voilà, s'il met en mouvement, c'est faux. Pour la B, la loi de Coulomb est radiale, donc c'est vrai, c'est partie des conditions. La loi de Coulomb est proportionnelle au produit des charges et à la distance les séparant, c'est faux. Donc proportionnelle au produit des charges, mais inversement proportionnelle au carré de la distance qui sépare ces deux charges. Pour la D, les surfaces équipotentielles sont tangentes aux lignes de champ et orientées dans le même sens que le champ. Donc, orientées dans le même sens que le champ, c'est pas ça qui pose souci parce que les surfaces équipotentielles, c'est des surfaces où le champ a la même valeur. Donc, elles sont forcément orientées dans le même sens que le champ. Par contre, les surfaces équipotentielles, elles sont perpendiculaires aux lignes de champ, ou les lignes de champ sont perpendiculaires aux surfaces équipotentielles, ça revient au même. Donc c'était faux. Et la E, le potentiel électrostatique s'exprime en volts par mètre carré. Donc ça, c'est pour le champ électrostatique. Pour le potentiel électrostatique, c'est en volts tout court. Pour la 13, dans la A, dans les conducteurs ohmiques, l'effet Joule dépend du carré de l'intensité du courant électrique. Donc c'est vrai. La loi de Joule, en gros, donc en fait, je ne sais pas si vous l'avez vu au lycée ou en TP ou une fois dans votre vie, ou même au collège. En gros, les résistances, donc en fait, elles vont servir à diminuer le courant. Et en fait, comment elles vont faire? Elles vont émettre sous forme de chaleur, elles vont convertir l'énergie électrique en énergie thermique. Et donc l'effet Joule, en fait, c'est ça, c'est l'énergie qui va être transformée, qui va être dissipée sous forme de chaleur. Et la formule, c'est puissance, donc la puissance en watts est égale à R, donc la résistance fois l'intensité au carré. Pour la B, la densité du courant électrique
Et la quantité de charge qui traverse une surface S par unité de temps. Donc c'est vrai, pas de piège sur ça. Pour la C, la résistivité est proportionnelle à la conductivité, c'est faux. La résistivité, c'est l'inverse de la conductivité, et vice-versa. Pour la D, la puissance électrique consommée en régime continu est égale à U sur I carré. C'est faux. Alors moi, mon petit moyen mnémotechnique, c'était P puis. Donc P égale U fois I. Et pas P égale U sur I. Et donc pas de carré, hein. P égale U fois I, c'est la bonne formule. Donc, bon, là j'ai précisé en régime continu pour pas d'ambiguïté. Je sais pas si le met pas, ça rend l'item faux. A priori, je pense pas que s'il fasse un piège, il le fasse là-dessus. C'est pas trop son style à ce prof. Donc pour la D, c'est P égale U fois I. Pour la E, la résistance d'un conducteur d'après la loi d'Ohm macroscopique est égale au rapport de U sur I. Donc là, c'est R égale U sur I. Ensuite, pour la 14, donc la 13, c'était ABE. Pour la 14, la dépolarisation auriculaire est responsable d'une déflexion appelée onde T sur le CG. C'est faux, c'est l'onde P. Pour la B, les dérivations périphériques explorent le cœur dans un plan frontal. Donc, bon, je le dis à chaque fois, mais pour dérivation périphérique, il y a le son F, donc c'est plan frontal et non pas horizontal. Et donc, dérivation précordiale, c'est dans un plan horizontal. Pour la C, si le front de dépolarisation va vers P, alors P voit son potentiel devenir de plus en plus positif. C'est vrai, en fait, quand le front de dépolarisation, il va y avoir des charges plus qui vont apparaître. Et donc, si au niveau de ce front, et donc si le front de dépolarisation s'approche d'un point P, alors son potentiel va devenir de plus en plus positif. Le front de repolarisation, par contre, il va apporter des charges négatives. Donc, si le front de repolarisation il se dirige vers P, P va avoir son potentiel devenir de plus en plus négatif et non pas positif. Pour la E, la dérivation D1 représente la différence de potentiel existant entre les électrodes VL et VF. Donc c'est faux. En fait, alors moi pour les retenir, c'est un peu tiré par les cheveux, mais en gros je faisais comme ça. Donc pour D1 c'est VL c'est left, VR c'est right et VF c'est foot. Donc, en gros je faisais D1 c'est VL moins VR, D2 c'est VF, bon, là vous voyez pas mon pied mais VF moins VR et la D3 pardon c'est VL VF moins VL. Pour la 15, donc l'optique. Alors là, le sujet astigmate est amétrope. Donc c'est vrai. Alors l'astigmatisme, c'est une amétropie non sphérique, mais c'est tout de même une amétropie. C'est la presbytie, par contre, c'est pas une amétropie, puisque c'est physiologique. Voilà. Pour la B, un sujet myope possède un punctum remotum virtuel, donc ça c'est faux. C'est chez l'hypermétrope, on a un punctum remotum virtuel parce que il sera situé en arrière de l'œil, mais chez le sujet myope, le punctum remotum, il est bien réel. Pour la C, l'astigmatisme régulier est plus facile à corriger qu'un astigmatisme irrégulier. C'est vrai, parce qu'en fait, pour un astigmatisme régulier, on va avoir une variation progressive du degré de l'astigmatisme, contrairement à l'astigmatisme irrégulier. Pour la D, un sujet myope a une capacité d'accommodation supérieure à celle d'un sujet métrope. Donc ça, c'est un thème un peu piégeux. Parce qu'on a tendance à penser que, étant donné que un sujet myope, il a un œil plus convergent, il va avoir une capacité d'accommodation supérieure à un sujet métrope ou hypermétrope. Mais non, tous les sujets myopes, hypermétropes ou émétropes ont la même capacité d'accommodation.
C'est juste la capacité du dioptre, comment dire? C'est juste l'œil qui va être soit trop convergent, soit pas assez convergent, mais ça n'a pas de rapport avec la capacité d'accommodation. Donc, pas se laisser avoir sur ça. Et pour la E, on corrige un sujet myope à l'aide de lentilles convergentes d'une puissance supérieure à celle de la myopie. Donc, bon, ça ne va rien dire. Donc, on corrige un sujet myope à l'aide de lentilles divergentes, parce que donc on a dit le sujet myope, en gros, le sujet myope, il est trop convergent. Donc, pour équilibrer, on va mettre des lentilles divergentes. Et pour un sujet hypermétrope, on a un œil qui n'est pas assez convergent. Donc, pour équilibrer, on va mettre une lentille convergente. Et pour calculer l'invergence de la lentille, soit pour un hypermétrope ou pour un myope, on va donc c'est l'invergence est égale à la proximité du rémotum. Et voilà. Merci. De rien. Voilà, bah, après si vous voyez la correction ou quoi et que vous avez toujours des questions, n'hésitez pas. Alors, Ellie, je crois que tu m'as posé une question et je vais t'y répondre de suite après. Voilà, voilà. Allez, super, merci. Benjamin, que Dieu te bénisse.